3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jean-Jacques Friedman est à nos côtés, directeur des investissements de Vega IM. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Grégoire. Gustavo Orenstein est également avec nous, le responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Et Thierry Gill nous accompagne. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes président de Raymond James France. Commençons peut-être par le chiffre du jour, ce rapport mensuel de l'inflation américaine pour le mois de mai. Gustavo, je le disais, c'est vrai que depuis décembre dernier, on avait une série de rapports, de mauvais rapports, dans le sens où l'inflation américaine se mettait à nouveau à surprendre à la hausse. Le rapport d'avril avait offert une non-surprise aux investisseurs qui étaient déjà plutôt bienvenus. Ce rapport du mois de mai offre visiblement à nouveau une vraie surprise à la baisse. Oui, je crois que c'est un rapport qui surprend la baisse à peu près de manière symétrique par rapport à la surprise dans l'autre sens des tout premiers rapports de l'année. Et je crois que la principale raison, c'est que précisément la surprise de début d'année était beaucoup de choses techniques, beaucoup de choses spécifiques, probablement des difficultés à corriger les variations saisonnières après l'énorme volatilité des prix qu'il y a eu suite au Covid. Donc là, on a plutôt une normalisation. Et je crois qu'il ne faut pas non plus passer complètement de l'autre côté en imaginant que ça y est, on a un plongeon des prix et une désinflation extrêmement rapide. Je crois que c'est surtout la correction des anomalies du début d'année. Donc finalement, avec le recul, ce qu'on a simplement, c'est une poursuite de la même tendance de désinflation qu'on avait, avec une inflation vraisemblablement aux États-Unis qui est stabilisée autour des 3%, on va dire, selon comment on la mesure pour la partie CPI, et un petit peu en dessous peut-être pour la partie des PCE, donc ouais. Ce que la Fed cible effectivement. Donc on a des prix finalement qui sont légèrement au-dessus des cibles, mais pas très très loin des cibles. Et donc toutes les réflexions qu'on pouvait avoir sur ces questions-là restent toujours, je pense, d'actualité, c'est-à-dire fondamentalement la question massive de l'inflation est passée. Et effectivement, ça ressemble quand même étrangement à un soft landing ou un scénario quand même assez effectivement positif de ce côté-là. Mais ça confirme l'idée effectivement que la tendance des inflationnistes est toujours en place, qu'elle n'a pas été cassée, voire renversée au cours des derniers mois. Quand bien même cette désinflation finale est peut-être un peu trop lente au goût de certains. Est-ce qu'elle permet quand même à la Fed ce soir d'avoir une communication qui reste là aussi, alors en ligne avec les précédentes, peut-être ajustée à la marge, mais en ligne avec l'idée que oui, la Fed pourra à un moment suivre l'inflation en abaissant le réglage de sa politique monétaire? Oui, je crois que la communication de Powell a été quand même plutôt confirmée. Il avait déjà dit, quand les chiffres étaient sortis un peu plus mauvais, qu'il pensait que c'était plutôt technique et que ça allait reprendre une trajectoire de désinflation précédente. Et bon, les faits lui donnent plutôt raison. Mais c'est pas pour autant que, effectivement, on va s'attendre à des très fortes baisses de taux. Je pense que ça ne change pas radicalement la question des taux aux États-Unis. Des petites baisses, d'un petit réglage, donc une ou deux baisses, c'est ce qui est anticipé aujourd'hui. Pour accompagner la désinflation. Pour accompagner la désinflation, c'est une chose, mais ça maintient quand même des taux plus élevés qu'auparavant. Et c'est quand même ça l'idée, c'est que globalement, les taux d'intérêt restent quand même plus élevés maintenant. On ne revient pas à des niveaux de taux aussi bas qu'on a pu avoir par le passé. Alors, est-ce que c'est ça le higher for longer ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a bien des taux un peu plus élevés. Et on peut imaginer dans les dots de ce soir, pourquoi pas, un relèvement, non pas de la partie très courte, mais plutôt de la partie très longue, sur quel est éventuellement, dans l'esprit de la Fed, le taux d'équilibre, le taux de long terme. Jusque maintenant, il a toujours été autour de 2,5%. Ça a toujours été le médiane des dots. Mais il pourrait y avoir un déplacement vers des taux un peu plus élevés à long terme. Pourquoi ? Parce qu'il y a bien de la désinflation, mais il y a aussi une croissance américaine qui reste toujours très, très, très forte. Et ça, c'est quand même la principale raison, selon nous en tout cas, pour que les taux ne baissent pas beaucoup aux États-Unis. Ça n'est pas parce que l'inflation persiste, c'est parce que la croissance persiste. Et du coup, c'est un environnement, effectivement, où du coup, les taux d'équilibre sont effectivement plus élevés. Donc voilà, on a une économie avec de la désinflation, avec du plein emploi, avec un marché du travail qui semble effectivement se normaliser, ralentir, le taux d'émission qui est revenu à ces niveaux de 2019, mais c'est quand même une économie en croissance toujours rapide. Les taux derniers nowcast de la Fed d'Atlanta sont revenus au-dessus de 3%. Ils étaient passés en dessous, à taux de 1,8% il y a quelques semaines avec les publications mauvaises qu'il y avait eu, notamment l'ISM, les enquêtes, les enquêtes. Et tout d'un coup, avec une série de publications des derniers jours, on est revenu au-dessus de 3%. Donc c'est quand même une économie qui reste forte. Et c'est ça, selon nous, la principale raison pour laquelle les taux longs
dans le fond, restent relativement élevés et vont rester relativement élevés. Non. Il est possible que la croissance potentielle américaine ait augmenté à travers ce qui s'est passé ces dernières années et les réponses de politiques publiques qui ont été apportées. C'est difficile à dire si c'est quelque chose de structurel. La productivité, par exemple, c'est très très dur de la mesurer à court terme, c'est relativement volatile, et j'aurais pas une grande fiabilité sur ces chiffres-là. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une forte hausse de l'offre de travail aux États-Unis, et notamment, ça a été beaucoup commenté, une forte hausse de l'immigration, qui a effectivement, au moins temporairement, augmenté la croissance potentielle. Ce qui est de la croissance potentielle à vraiment long terme, c'est extrêmement difficile, en tout cas en temps réel, d'en dire quelque chose. Mais il est clair que l'intelligence artificielle, dont on pourra parler sur les marchés, il est très peu probable que ça ait un impact sur la productivité maintenant aux États-Unis. Non, mais vous dites, voilà, ce qu'on regardera, c'est le long terme dans les projections qui sont faites par les différents membres du comité de politique monétaire de la Fed pour savoir si le taux d'équilibre neutre réel, effectivement, à long terme, a, selon eux, évolué à la hausse ou pas. Exactement. La chose, c'est que le marché aujourd'hui price que deux mouvements. Et le grand débat aux États-Unis, c'est surtout est-ce qu'ils vont baisser avant ou après l'élection. Donc, est-ce qu'en septembre, juste avant l'Election Day en novembre, est-ce qu'ils vont baisser les taux? Est-ce que du coup, il y a toute une question, un débat politique tactique autour de est-ce que Biden va pouvoir aller à l'élection avec une baisse de taux? Forcément, la question un peu tactique est de savoir si le meeting de juillet, qui se tiendra 30 et 31 juillet, sera un meeting live ouvert à un potentiel mouvement ou au signal d'un mouvement, ou est-ce que ça restera fermé jusqu'à septembre, voire novembre ou décembre. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on en pense chez Raymond James France, Thierry, de la situation de la Fed au regard des dernières données? Alors c'est vrai que l'emploi donne toujours des signes de forte résilience, mais bon, il y a quand même un faisceau d'indications qui montre une forme de rééquilibrage du marché du travail, et puis l'inflation qui reste sur la trajectoire de baisse souhaitée par la Fed aujourd'hui. C'est compliqué aujourd'hui, ça a été souligné à l'instant, d'avoir une vision totalement certaine dans les prochains mois. On va avoir pas mal de données entre-temps. Sur la position de la Fed, on en saura plus ce soir. Et effectivement, on rejoint dans l'analyse ce qui a été dit actuellement sur les conclusions du DOT et on verra ce qui se met en place à ce niveau-là. Mais globalement, nous, on table un peu comme le consensus sur 1 à 2 baisses des fonds fédéraux fin d'année, donc rien de nouveau là-dessus. Le sujet qui était évoqué aussi à l'instant, qu'est-ce qui sera fait avant l'élection présidentielle de novembre, c'est également aussi un sujet. Aujourd'hui, les marchés de futurs price à 60%, une baisse de 25 BP en septembre. On verra, entre-temps, on aura les chiffres de cet été, on verra ce qu'ils nous révèlent. C'est compliqué à dire, c'est comme sur l'enjeu des élections. Beaucoup de gens nous interrogent en tant que spécialistes américains si on a un petit peu, qu'est-ce qui se dégage comme tendance. C'est là aussi excessivement difficile du fait de la spécificité de l'élection américaine. On sait qu'il y a 6 États clés aujourd'hui dans lesquels, pour faire simple, dans la plupart de ces États, Trump a une légère avance. Mais par contre, là, il y a une redistribution des cartes, et on le voit du côté des 2 candidats. Il y a ce fameux débat sur le droit à l'avortement aux États-Unis, qui est un espèce de... Je ne sais pas si c'est un game changer, mais qui est un vrai sujet sur lequel Trump est en train un petit peu de rétro-pédaler. Ouais. Et il courtise un petit peu, ou en tout cas il revoit son jugement qui était assez tranché à un moment donné. De la même manière que Biden, qui sait que sur le problème de l'immigration, c'est un véritable sujet, lui-même est en train aussi d'être un petit peu plus dur. Donc chacun abat un petit peu. Essaye d'élargir un peu son spectre. Oui, c'est le jeu. Donc les 2 conventions, vous l'avez dit, auront lieu en juillet et août prochain. Et notre analyse politique sera à Paris d'ailleurs dans une dizaine de jours. Il va nous apporter un petit peu des éléments nouveaux, mais il est un petit peu sur ce qu'on appelle un sweepstake, c'est-à-dire qu'en fait pour l'instant c'est difficile un petit peu, il risque d'y avoir un partage un peu des pouvoirs. Je trouve que les sondages aujourd'hui ne diraient pas grand-chose. Il faut vraiment attendre cet été, probablement la fin août, pour avoir des sondages. Et c'est une situation qui peut vraiment faire hésiter la Fed si jamais, encore une fois, les planètes et les étoiles sont alignées pour accompagner le mouvement de désinflation par quelques baisses de taux. Est-ce que la politisation du débat, au fur et à mesure qu'on s'approche du 5 novembre, est-ce que c'est le genre de facteur qui peut rendre la Fed plus hésitante, voire la retenir? La Fed, elle s'est souvent montrée accommodante au fil du temps, avec le président sortant, surtout quand vous avez un nouveau candidat, qui est Trump, qui envisage éventuellement de changer Powell dès qu'il en aura l'occasion. Donc, loin de moi l'idée que de dire que Powell fera le jeu de Biden, mais il est probable qu'ils auront une attitude soit neutre, soit plutôt accommodante. Voilà. Maintenant, ce qui est très compliqué pour Biden, et je disais encore un article tout à l'heure, c'est que finalement, son bilan économique, il n'est pas si mauvais que ça.
sa lutte contre l'inflation, mais la perception de la personne de la rue qui en veut terriblement aux politiques. On a le même souci en France. On pense que ça émane des choix politiques, et nous qui sommes dans ce monde de l'économie, on sait que c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours, c'est très souvent d'ailleurs pas le cas. Mais Biden doit battre avec ça sur le prix élevé de l'essence, sur le prix élevé de c'est pas l'économie qui fera le résultat? Si, elle fait toujours au final le résultat. Mais, voilà. Mais la question, c'est quelle sera la perception des gens. Et encore une fois, dans ce système électoral américain qui est très spécifique, et avec, encore une fois, ce qu'on retrouve dans beaucoup de pays aujourd'hui, il y a une espèce de débat politique qui est excessivement malsain, avec des discussions qui sont parfois très, très dures, qui rend la lecture des sondages un peu compliquée. Je me souviens, récemment, Donald Trump commentait les records du stock market américain. Lui, il spin le truc en disant, si le stock market américain est au plus haut, c'est parce que les investisseurs anticipent mon élection le 5 novembre. C'est pas du tout, évidemment, ni grâce à Biden, ni grâce aux entreprises, ni grâce à qui que ce soit d'autre, quoi. Je reviens à la Fed, quand même, oui, cette idée que, quand même, la désinflation reste en place, qu'il y aura peut-être, quand même, un accompagnement de cette désinflation par quelques baisses de taux. Ça veut dire aussi que le degré de divergence qu'on pouvait craindre entre la BCE et la Fed, ou entre la Fed et les banques centrales G7, c'est un peu réduit quand même dans l'intervalle aujourd'hui, Jean-Jacques. Oui, exactement. Il y a quelques mois, on voyait qu'ils étaient très chauds pour entamer, il aurait fallu le moindre signal, ils étaient prêts, la communication avait déjà amené le fait qu'ils étaient prêts à baisser. Alors est-ce qu'ils étaient prêts à baisser justement pour sortir de ce débat électoral possible et du manque finalement d'objectivité, ou alors est-ce qu'ils étaient simplement prêts parce qu'ils jugeaient que la situation économique était possible? Donc moi je crois que là le risque, c'est que s'il y avait eu un mauvais chiffre, on pouvait tomber dans les dots de 3 à une seule fois, une seule baisse. Un mauvais chiffre supplémentaire, ça devenait gênant. Voilà. Tandis que là, il y a quand même, je pense, une forte probabilité. Les membres du FOMC ont eu les infos précédemment, ils ont pu se préparer hier soir. Je pense que ça sera 2 baisses qui seront mentionnées, donc le marché peut croire encore à 2 baisses en septembre et novembre. Et donc, plutôt que de tirer des plans sur la comète assez lointain, je pense qu'il se focalisera là-dessus et que ça sera bien perçu. C'est ça, je pense, l'élément important. Ouais. Et avec l'idée qu'on peut continuer aussi en 2025, parce qu'on est tous focalisés sur le calendrier 2024. Mais le marché continue d'anticiper quand même que les banques centrales en général, G7, continueront quand même ce mouvement d'accompagnement de la désinflation en 2025. C'était un peu un scénario qu'on avait en disant que c'est peut-être plus facile à anticiper en 2024 qu'en 2025, où il y a un gros point d'incertitude, en effet. Post-5 novembre, quoi. Post-5 novembre, post aussi croissance. C'est vrai que les éléments à la fois d'immigration importante, de productivité, qui peuvent naître de l'IA, mais qui naissent aussi. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi, malgré les hausses de salaire de 4%, les entreprises arrivent à gagner de l'argent, c'est qu'il y a une productivité de 2%, et qu'on le voyait même avant l'histoire du Covid, donc c'est pas lié seulement à l'IA. Donc tous ces éléments-là semblent indiquer une croissance un peu plus forte aux États-Unis, peut-être aussi des avantages compétitifs par rapport à l'Europe, qui elle souffre des problèmes liés à l'énergie. Donc tout ça, peut-être, fait un potentiel de baisse des taux pas extrêmement significatif. Mais ce qui est important, c'est que le marché aime toujours bien se projeter. Finalement, c'est quand le phénomène de baisse des taux se produit que parfois que le marché a des doutes. Et souvent, il y a un peu quelques mois de doute au moment où la baisse des taux se produit pour savoir si le marché bascule dans la récession ou pas. Et si il ne bascule pas dans la récession et c'est un simple ralentissement, théoriquement, pour les marchés, ça reste encore bon. Donc, finalement, cette situation-là, un peu médiane, semble assez favorable malgré tout. Ouais. D'accord avec l'idée que peut-être le cycle d'ajustement ou de recalibrage des politiques monétaires sera peut-être un peu moins brouillon, un peu moins désorganisé que ce qu'on pouvait craindre il y a quelques temps. Le Canada y est allé, la BCE aussi, la Banque d'Angleterre va sans doute suivre, les Suisses, etc. Et la Fed ira à son propre rythme, mais ira quand même également... On avait peur de quelque chose d'assez messy, comme disent les anglo-saxons, assez désorganisé, qui part dans tous les sens et qui génère de la volatilité sur les devises ailleurs, etc. Alors, en ce qui concerne les marchés financiers, comment ils appréhendent tout ça, je crois que ce qui s'est passé depuis le début de l'année, c'est quand même intéressant. Il y a eu un énorme repricing du nombre de baisses de taux qui étaient anticipées, ce qui n'a pas du tout empêché un énorme rallye globalement des marchés. Et la raison, c'est que ce repricing ne change pas fondamentalement ce qui était, selon nous, l'élément porteur, qui était le côté put des banques centrales. C'est-à-dire, l'inflation, de toute façon, aujourd'hui, est suffisamment faible pour que s'il devait y avoir un ralentissement,
alors il y aurait une baisse de taux. Et cette conditionnalité suffit de toute façon à rassurer. Ouais. On sait alors il y a eu un doute à un moment, il y a quelques semaines, en se disant tout d'un coup, si elle montait les taux. Bon, ça a duré 2-3 jours comme ça, en se disant, et puis bon, finalement, non, ça n'a pas de sens. On sait que, encore une fois, et encore plus aujourd'hui, on voit bien que l'inflation ne pose pas vraiment de problème, que l'économie reste forte, mais malgré tout, on voit aussi des éléments, ça a été mentionné, de rééquilibrage et de stabilisation de l'économie. Donc ça fait quand même un mélange qui reste très très favorable. Ce côté put reste là, même si on ne s'attend pas effectivement à de très fortes baisses de taux. Mais si c'est nécessaire, il y en aura. Mais nous pensons qu'elles ne sont pas vraiment nécessaires parce que le ralentissement, pour l'instant, il est extrêmement, extrêmement faible. Et l'idée qu'il y aura quelque chose d'assez synchronisé quand même de ce point de vue-là Alors, c'est là chaque situation reste très spécifique, locale, domestique. Le fait déjà qu'on exclut complètement une hausse des taux aux États-Unis, alors que ça avait été imaginé à un moment, et que donc on aura simplement 1 ou 2 baisses, effectivement, et peut-être autant d'ailleurs dans le reste du monde. Dans le reste du monde, finalement, c'est à peu près pareil. La Banque Centrale Européenne, on attend une baisse. Oui, on n'en attend pas 5. Oui, non, mais bien sûr. Pas grand-chose qui est attendu. Et la principale raison de ces attentes, c'est pas... Bon, il y a peut-être un petit peu que l'inflation, effectivement, n'est pas encore revenue à sa cible, mais c'est essentiellement la sensation que le cycle mondial, finalement, la croissance mondiale n'est pas si faible que ça. Elle s'améliore, même en Europe. On a une amélioration des PMI, etc. Et ça, dans le fond, c'est quelque chose qui est assez profond et qui suffit à rassurer sur une croissance mondiale suffisamment élevée pour pas nécessiter une énorme baisse des taux d'intérêt. Oui. Et juste dans le cas américain, il y a quand même un élément qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on a de la désinflation effectivement, donc une inflation relativement stable, le plein emploi, une croissance relativement solide, donc vraiment ce côté soft landing, mais avec 6% de déficit budgétaire. Et ça, forcément, ça questionne un petit peu, c'est un équilibre qui a l'air très bien, mais avec un déficit budgétaire relativement important. Et donc, il y a une question quand même budgétaire et du coup politique, évidemment, de comment on va traiter notamment les baisses d'impôts qui ont été décidées sous Trump, qui vont arriver à échéance en 2025 et qu'il va falloir soit prolonger, soit abroger. Donc, il y a pas mal de débats autour donc des questions budgétaires. Et évidemment, en Europe, on parlera peut-être bien sûr juste après des questions françaises, mais c'est les mêmes types de questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il en est de l'équilibre budgétaire dans les pays développés. Mais ça veut dire que s'il y a effectivement ce risque budgétaire plus élevé demain qu'il ne l'était précédemment, ça veut dire que même quelques baisses de taux des banques centrales vont faire baisser des taux courts, directeurs, mais que sur la partie longue, c'est pas évident qu'on ait un mouvement de courbe très important. Complètement. Mon autre scénario, c'est que même s'il y a des baisses de taux courts, il y aura surtout de la pontification et c'est pas nécessairement des grands rallyes des taux longs qui de toute façon anticipent déjà beaucoup. Donc c'est pas évident que tout ça fasse baisser les taux longs et donc ça a quelques conséquences évidemment sur les marchés et les portefeuilles. Est-ce qu'il y a entre Trump et Biden à ce stade, et après j'arrête de vous embêter avec ça, Thierry, on parlera d'Apple, non mais est-ce qu'il y a un résultat qui est plus favorable pour ceux qui s'inquiéteraient, les bond vigilantes par exemple, ceux qui s'inquiéteraient d'une dérive budgétaire américaine au-delà de ce qu'on a déjà observé, c'est-à-dire vraiment une dérive sur plusieurs années encore. Est-ce que un des deux candidats aujourd'hui a une vision ou un discours qui est plus à même de rassurer que l'autre ? Je dirais, primo sortant, Biden, on connaît sa politique, on sait ce qu'il a mis en place, et je pense que les marchés... Enfin, c'est sous son mandat, justement, qu'on a aussi 6% de déficit. Oui, mais pas d'inquiétude sur les devises elles-mêmes. C'est-à-dire que pour y avoir une sanction, c'est toujours un peu le paradoxe, c'est que si demain, les marchés devaient partir en vrille, encore une fois, ça serait la recherche du dollar. Et c'est pour ça que les Américains, c'est ce qu'on a toujours un petit peu appris sur la bourse américaine, et je ne dis pas qu'ils se moquent de leur déficit, mais c'est pas l'enjeu aujourd'hui, jusqu'à un certain stade. Moi, je m'étais interrogé, j'avais une discussion un jour avec mon économiste par rapport à un autre sujet qui était la taille du bilan de la Fed. Je dis, est-ce qu'il y a un point de rupture à un moment donné ? Au début des années 2000, la taille du bilan de la Fed, c'était 1 trillion. Une rupture de confiance, qui crée une rupture de confiance. Ben non, parce qu'il me dit tant qu'il n'y a pas d'inquiétude sur la signature de la dette, on a parlé tout à l'heure aussi de la dette française, où en fait, qui ne tient finalement pas si mal que ça, c'est un peu le sujet. Donc, Trump peut amener plus d'incertitude. Les marchés n'aiment pas l'incertitude. Voilà. Donc on sait que dans son programme, il y a baisse des impôts, comme toujours, mais un certain nombre de mesures, on vient de l'évoquer à l'instant, qui arrivent à échéance, seront reconduites. Ah bah oui. Voilà, il fera un peu plus d'efforts peut-être sur les entreprises. C'est difficile à dire. Le véritable enjeu, c'est probablement sur toutes les politiques, je dirais, ISR, parce que là, on sait qu'il y a un dogmatisme un peu du côté de Trump et d'une grande partie de l'électorat républicain. Ça peut remettre en cause des choses. Sur le reste, il est quand même plutôt business-friendly, Trump.
Donc, 2016-2019 n'a pas été une mauvaise période pour en fait, ni les marchés, ni le on est business. toujours un peu dans ce système boursier où ce que moi j'explique souvent, c'est qu'on est dans la perception des choses. Il y a les faits, mais parfois c'est dans la perception des choses. On parlera d'Apple tout à l'heure, ce qu'il y avait le soir même de la publication. Allons-y, oui. Alors, pour dire un mot d'Apple, première réaction, parce que vous vouliez qu'on en parle. C'est un bon exemple de perception qui peut changer et varier très très vite. C'est-à-dire que la conférence des développeurs, elle a eu lieu pendant le marché n'était pas clôturé, et la première réaction, c'était une déception des investisseurs qu'il n'y ait pas d'annonce d'une puce chez Apple qui aurait permis un petit peu de dire, voilà, ils s'engagent vraiment dans l'IA. Ils ont fait un certain nombre de mesures sur Siri et d'autres que je pense que vous avez déjà évoquées, mais moi, j'avais une analyse un peu différente. Je me dis que le simple fait qu'ils y aillent, peut-être pas de manière pleine avec une puce ad hoc, mais avec des accords avec OpenAI, avec le ChatGPT, dont je rappelle que OpenAI est détenu à 49% par Microsoft. Je ne dis pas qu'ils ont pactisé avec l'ennemi, parce que c'est quand même deux modèles qui se regardent beaucoup entre le monde Windows et le monde iOS, mais ça a été fait quand même. Et ça, je pense que c'est quelque chose que le marché a pricé hier avec la hausse d'Apple et qui a permis de redevenir numéro 1 en repassant la barrière des 3 trillions de dollars de capi. Après, il faudra savoir ce que donneront les lendemains. Il y aura sûrement des phénomènes d'annonce, mais l'impact pour Apple est important. On dit que sur chaque variation de 1% des gens qui ont un iPhone, il y a à peu près 2,2 milliards d'utilisateurs d'iPhone dans le monde. Donc 1%, ça vous fait à peu près 22 millions de gens qui changent leur iPhone 13 ou 14 ou 12 pour passer à la nouvelle génération. Ça aura un impact de 20 centimes de bénéfices par action sur Apple, qui sont à peu près de 6 $. 1% de la base installée qui se renouvelle, c'est 20 centimes. C'est 20 centimes, ce qui fait à peu près 3%. Donc vous imaginez, alors, moi, je suis convaincu qu'à l'automne prochain, qu'on va sortir l'iPhone 16, vous avez beaucoup de gens qui, juste pour avoir plus de sensations et d'avoir cette perception de toucher le Graal qui est l'IA, avec des produits ad hoc, parce qu'on parle de l'univers de la téléphonie, mais le système est le même sur le PC. Nos PC ne sont pas équipés aujourd'hui. On l'avait déjà évoqué il y a quelques mois, je crois. Super cycle de renouvellement. Voilà. Et ça, vous y croyez toujours, oui. Ah, j'y crois énormément. Comme faire, absolument. Non, c'est fascinant. Et OpenAI qui a cette capacité quand même de travailler évidemment pour Microsoft, c'est leur actionnaire, mais pas que, et d'aller également pouvoir nouer des partenariats avec d'autres géants de la tech. C'est quand même... ça ruisselle partout, vous avez vu la... Il y a une muraille de Chine, normalement, entre des groupes de cette taille-là. Et c'est arrivé chez Oracle, vous avez vu l'incidence, très clairement, pour faire très court. L'IA, ça démarre, on commence à en parler en novembre 22. La première étape, c'était de développer c'était surtout le monde des semis avec NVIDIA, et on a essayé de trouver d'autres sociétés qui pourront bénéficier, AMD, Microchip, Marvell Tech. Puis après, on a essayé de chercher du côté des boîtes de logiciels. Et moi, je suis intimement convaincu que la prochaine vague, ce sont les devices, ce sont les appareils. Donc, c'est le PC et c'est la téléphonie. Mais pour optimiser le produit, il faut les puces ad hoc. Voilà, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est le grand retour de la hard tech, là, des équipements, etc. Enfin, Apple, c'est un vrai beau comeback, quand même. Oui, alors le seul élément un peu embêtant, c'est que on revient un peu à la situation de l'année dernière, où un des éléments de soutien qu'on visait, c'était l'élargissement de la base de valeur qui montait. Alors aujourd'hui, le chiffre, justement, il serait intéressant, c'est-à-dire que, est-ce qu'au moment où on peut revenir dans une configuration peut-être de baisse des taux, etc., de nouveau, on va avoir une base de valeur qui réaugmente ou pas. Ça, c'est une question. Parce que la concentration n'a jamais été aussi forte. On s'est interrogé, c'est vrai qu'il y a eu sur quelques périodes très courtes, quelques jours, quelques semaines, un rattrapage, le S&P équipondéré commençait à donner des signaux, etc. Ou des valeurs moyennes. Et puis en fait, le ratio équipondéré S&P est tombé au plus bas du plus bas. Ce qui n'est pas un bon élément. L'élément, c'est que la base s'élargit, et c'était un des éléments de soutien un peu de ce début d'année. Il y avait aussi le fait que c'était sur le marché européen qui faisait jeu égal. Enfin voilà, il y avait un élargissement. Ça, c'est un peu un élément de faiblesse ponctuelle. Donc là, c'est à surveiller si de nouveau avec ce chiffre, on a un petit peu une amélioration à la matière. Ça va nous amener à parler de l'Europe. Effectivement, là, il y a le choc d'incertitude qui a quand même coupé un peu l'herbe sous le pied des indices, des actifs européens depuis quelques jours, alors que Wall Street continue de battre des records. Comment vous regardez ces records indiciels à Wall Street aujourd'hui, Gustavo, et le manque de participation, le manque de diffusion quand même de ce rallye américain. Le ratio S&P équipondéré versus S&P 500 est tombé au plus bas depuis 2009, je crois.
Oui, effectivement. Ouais. La question peut-être sous-jacente, c'est le rôle de la macro dans cette histoire-là. Il semble quand même que ça soit des choses très liées aux entreprises elles-mêmes. Et ça, j'ai envie de dire, en tant qu'économiste, j'ai pas grand-chose à rajouter, à savoir si Nvidia fait ceci ou cela, ou Apple. Il est clair que ce sont des entreprises énormes, très innovantes, et qui ont été capables de générer des profits dignes d'un monopole. On a discuté, ça fait des années qu'on discute de ces questions monopolistiques, quasi monopolistiques. La seule chose qui peut les arrêter, dans le fond, ce n'est pas une histoire de bulle, c'est une bulle de profit. Les profits sont énormes. Donc ce qui peut les arrêter, c'est simplement des changements réglementaires ou des questions de politique publique, et tout ça n'a pas eu lieu. Et bon, voilà, donc tout ça, c'est resté des vagues débats. Et au final, voilà, ça c'est quelque chose, mais c'est complètement microéconomique. Donc il n'est pas sûr que c'est un rapport quelconque vraiment, je dirais, avec les taux d'intérêt ou avec... C'est très difficile de faire des rapports. Parfois, on a l'impression qu'il y a un rapport. Effectivement, parfois, il n'y en a aucun. Donc j'ai beaucoup de mal en tant qu'économiste à dire quelque chose là-dessus, à part la question globale des monopoles et puis des lois antitrust, on va dire. Mais comment on appréhende le marché américain en tant qu'investisseur avec ces phénomènes-là de très forte concentration aujourd'hui ? Difficilement, parce que par exemple, nous, typiquement, on essaye justement d'avoir une approche très équipondérée, où on essaye de ne pas être trop exposé à des risques spécifiques. Nous tendons à souffrir versus les indices qui sont pondérés par les capitalisations. Et ça a été dit, effectivement, il faut voir que depuis octobre 2022, en fait, les indices européens font jeu égal avec les indices américains. Depuis octobre 22, c'est ça, le point bas, effectivement. Font jeu égal, pas du tout avec le même moteur, effectivement, c'est pas l'IA. En Europe, il n'y a pas exactement les mêmes entreprises technologiques, mais il y a les banques. Alors, il y a quand même les champions, les champions internationaux. Oui, le secteur tech en Europe fait bien. Les équivalents. Heureusement. Par contre, la tech, c'est intéressant d'ailleurs, c'est que la tech dans les small caps, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les small caps en Europe ont fait très mal, c'est que la tech small en Europe a fait très très mal. Les Soitec et autres ont énormément souffert. Bon, tout ça, ça semble se stabiliser maintenant, et c'est une des raisons pour lesquelles les small caps font beaucoup mieux, en tout cas, ces dernières semaines. Mais oui, effectivement, les bancaires, c'est quand même c'est l'anti-IA, c'est quand même rien à voir. Les raisons pour lesquelles ça rallie sont complètement différentes. C'est un rallye en plus relativement silencieux et assez détesté des investisseurs, parce que les bancaires, c'est vraiment le truc qu'on n'a pas envie d'y toucher. Non. Et ça a été énorme, très, très fort, très puissant, et d'autant plus puissant qu'effectivement, personne n'y est. Et donc ça, c'est un des thèmes effectivement qui nous intéresse en Europe, et qui effectivement, depuis lundi, on a mis un peu en pause. Parce qu'effectivement, il faut reconnaître que c'est aussi le secteur le plus sensible aux questions de primes de risque d'État, de primes de risque politique, etc. Allons-y. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui n'a pas changé depuis lundi ? Quel est le rationnel des réactions de marché qu'on a pu voir sur l'euro, sur les actifs ? Vous avez parlé du secteur financier en première ligne. Sur le spread, 60, 65 BP d'écart de primes de risque entre la dette française à 10 ans et la dette allemande à 10 ans. Est-ce que c'est fair ? Est-ce que c'est correctement pricé au regard du risque qu'on peut imaginer ? Quand je dis risque, c'est incertitude. Je ne caractérise pas ou négatif ou positif. Le marché est assez agnostique de ce point de vue-là. Ou est-ce que c'est un risque montant qui peut nous emmener un peu plus loin encore dans le stress et l'incertitude ? Je dirais, 60 points de base, effectivement, c'est déjà un spread, c'est le double de ce qu'on avait il y a encore quelques semaines, et c'est un spread relativement élevé, historiquement, pour la dette française versus la dette allemande. Après, on a été plus loin, on était jusqu'à 80 points de base, effectivement, au moment de la première élection. 2017. En 2017. Et j'exclus la crise européenne, la crise de l'euro, on a été encore... On est 181 peut-être, quelque chose comme ça. C'était vraiment au plus haut. 150 en tout cas. Mais là, il y a vraiment des risques de redénomination, des problèmes de fragmentation. Alors c'est ça qui est important quand même de retenir, pour se rassurer un petit peu dans cette histoire-là, c'est que quand même, ces risques de fragmentation, les pires moments qu'a pu connaître la crise, la zone euro, on n'imagine pas les revivre, parce que la Banque Centrale Européenne, effectivement, est là, les instruments sont là, le TPI, tout ça fait que, on peut avoir un élargissement jusqu'à 80 points de base, qui serait déjà beaucoup, mais ce n'est pas évident de voir ça au-delà, parce qu'on a du mal à imaginer une crise vraiment systémique européenne. Par contre, forcément, tous les morceaux de la côte, il y en a quelques-unes qui sont le plus proches des questions politiques, et notamment de politique française. Ce sont ceux qui ont le plus souffert, c'est ce qu'on a vu avec évidemment les banques françaises notamment,
et toutes les entreprises utilities et autres proches, qui ont des contrats publics ou qui sont proches concessions, on a parlé des chaînes privées, de télévision également. Voilà. Donc pour l'instant, notre analyse, c'est plutôt qu'il y a beaucoup d'incertitudes, que le spread, effectivement, sans aucun problème, continue de monter. 80 points de base, ça donne une idée un peu de... Parce que c'est les craintes politiques, c'est pas forcément comparable exactement, mais ça donne une. Je rappelle, 80 points de base, donc avril 2017, c'est sur la foi de dernier sondage avant le premier tour qui commence à donner une probabilité presque majoritaire d'avoir un second tour Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Et c'est là où le marché commence à se dire oula. Ça peut basculer dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, c'est clairement un niveau déjà très, très stressé. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Est-ce que risque systémique? Nous ne pensons pas. En revanche, bien sûr, du point de vue des finances publiques françaises, chaque point de base, c'est des millions d'euros de coûts supplémentaires et du coup d'argent en moins pour d'autres dépenses plus intéressantes. Même si on ne va pas émettre forcément... effectivement, pour l'instant c'est un signal, mais effectivement, si on translate le niveau des taux aujourd'hui aux prochaines échéances, aux prochaines émissions, oui, ça augmente forcément le coût de la dette. C'est que là, c'est une prime de risque qui s'installerait. Donc, du coup, définitivement, serait là durablement. C'est-à-dire que quelque part, l'OAT, la dette française, qui a toujours été une sorte de moyenne pondérée entre l'Italie et l'Allemagne, on va dire, au fur et à mesure, se rapproche de plus en plus de l'Italie, s'éloigne de l'Allemagne. Ça coûtera donc plus cher à se financer. Et encore une fois, c'est de l'argent en moins pour l'éducation et pour d'autres dépenses bien plus utiles que la charge de la dette. Il y a un risque sur le statut de l'OAT. Là, on n'est pas dans le bon camp. Enfin, je veux dire, le cœur, c'est l'Allemagne, peut-être les Pays-Bas, etc. On parle de semi-cœur déjà pour des pays comme la France et la Belgique depuis quelques temps. Là, l'OAT française bouge plutôt de concert avec effectivement l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, qui ont vu là aussi leur spread s'écarter un petit peu depuis lundi. C'est pas très cher payé par rapport à quand même cette surprise-là. Donc de perdre 2 points, on peut perdre plus. L'idée qu'on avait, donc nous, on a été surexposé ces 2 mois qu'on était revenu à la neutralité, si le marché avait monté, et là, s'il ne l'a pas fait, on aurait bien vendu un peu plus, mais bon. Mais on n'achète pas tout de suite, bien sûr. Et je pense que... l'idée, c'est justement, c'est le vrai baromètre, bien sûr, ce spread-là. Revenir à 80, oui, c'est tout à fait possible. Je trouve que le marché va trop vite, très vite dans l'idée, ça sera un peu comme ce qui s'est passé en Italie, Mme Meloni, ça, n'ont pas de souci. Mais c'est peut-être l'arrivée in fine, mais d'ici là, le chemin peut être long. Il y a une campagne électorale. Donc on n'imagine pas pendant la campagne électorale que le RN commence déjà à mettre de l'eau dans son vin, à amender son programme, etc. C'est plutôt dans une campagne absolument pas préparée, le fait qu'il peut bien y avoir quelques petits accidents de parcours. Oui, avant de se rassurer avec Mélanie, le spread a fait x2, voire x2,5, passant de 100 à 250 points de base sur l'Italie, de dépasser un peu avant de vous constater effectivement que... Et puis Mme Meloni, avec une expérience quand même politique malgré tout, avec le fait de prendre M. Draghi comme conseiller. Enfin, il y a eu beaucoup de choses avant d'y arriver. Donc, on peut penser que dans les quelques... Mélanie, c'est la version rassurante. Ouais. Après, il y a la version un peu plus stressante, qui est évidemment agitée, mise sur le devant de la scène. C'est la version Truss. C'est la version Truss. Alors, il y a peut-être eu à chaque fois des jurisprudences successives. C'est-à-dire que Truss, le risque, on parlait du retour du marché, ça a peut-être provoqué l'attitude de Mme Meloni. Et aujourd'hui, peut-être qu'on oublie et que c'est la jurisprudence, alors que ça peut secouer un peu plus. Donc, nous, on pense qu'il peut y avoir encore quelques pourcents. Par contre, il faut bien voir que s'il n'y avait pas eu cet élément-là, alors c'est vrai, le marché ne bougeait plus depuis 2 mois, mais on voyait notamment sur le marché européen à la fois la certitude de l'initiation de la baisse des taux et plutôt des nouvelles un peu en amélioration sur l'économie et toujours le baromètre des résultats des boîtes qui était positif. Le risque macro était plutôt en baisse, quoi. Voilà. Donc on part d'une situation et c'est pour ça qu'on ne s'était pas mis encore sous pondéré, qui pouvait donner un peu d'allant. Il y a un autre élément qui était mentionné, qu'on évoquait, c'était sur la masse des liquidités sur les taux courts, monstrueuses, tous les comptes à terme, les supports, et tout ça, à un moment donné, quand les taux baisseront, ils devront bien se repositionner quelque part. Donc il y a ces éléments-là qui, pour moi, empêchent un décrochage fort du marché.
mais il y a quelques jours, il faudra trouver le bon timing, et ça sera sans doute au pic de la campagne ou du premier tour que là, on revient, et je pense que ça vaut le coup de revenir surexposer à ce moment-là, en choisissant sans doute les dossiers qui ont le plus souffert, corrélés au taux, donc on parlait des Vinci, des boîtes comme ça, qui ont le plus souffert, ou des bancaires. Donc là, ça sera, je pense, assez intéressant, mais je trouve que c'est pas cher payé. Et là, avec le mouvement, finalement, la sympathie qu'on a eue avec le chiffre du CPI, on est presque revenu à la case départ. Oui, ça emporte. L'inflation américaine revient sur le devant de la scène, et le mouvement est généralisé de détente obligataire. Faut pas, donc il peut y avoir quelques crispations. Ça, c'est le scénario rose, le scénario quasi-Mélanie. Avant ça, il y aura un peu d'agitation. Peut-être que s'il y a des... Alors après, c'est des jeux politiques qu'on connaît mal, nous. Non, c'est des facteurs que personne ne maîtrise. Etc. Bien sûr. Il y a le sentiment qu'à un moment donné, il y aura quelque chose d'un peu plus construit. Mais le marché ne se trompe pas sur le signal qu'il envoie, quoi. Ah oui, non, il ne se trompe pas. Non, c'est important ce qui s'est passé, bien sûr. Avec, à voir quel niveau de répercussion pour l'Europe, pour les politiques européennes. Vous dites que ce n'est pas systémique Europe. Aujourd'hui, évidemment, plus personne ne veut sortir de l'euro, mais dans quelle mesure ça fait bouger des lignes sur des enjeux forts. Il y a des efforts considérables qui sont en train d'être déployés pour financer la défense européenne. Il y a des compromis, des consensus qui sont difficiles à obtenir, qui sont quand même en cours de travaux aujourd'hui, sur les questions de transition énergétique, etc. Voilà, même si le bloc central au Parlement européen reste largement dominant et majoritaire, quand même un équilibre du consensus qui a un peu bougé. Et malgré l'abaissement de la note récente, la note française est encore au-delà, finalement, de la réalité économique française. Et justement, un des éléments, c'est justement cette stabilité politique, cette capacité à lever l'impôt, c'est tous ces éléments-là, la force des institutions, qui peut quand même être mis en cause. C'est pas que les métriques financières et budgétaires. Ce qui s'est passé, demain, on peut contester l'élection du président. Il peut y avoir une pression de la rue qui était plus difficile à imaginer que... Là, ça crée un précédent quand même très néfaste. La solidité des institutions, je pense même que c'est un actif clé, effectivement, au-delà des métriques financières. Tous les budgets sont explosés, les déficits, etc. Donc, ça devient effectivement un atout clé. Qu'est-ce que ça vous inspire, Thierry? C'est un peu loin du marché américain, mais quand même... Pour la première fois, je vois la presse anglo-saxonne, financière, des gens qui remettent le nez sur les spreads zone euro. Alors attends, l'OAT, le Bund, etc. Il y en a certains, alors je dis pas qui regardaient plus ça depuis 10 ans, mais je rigole un peu, mais peut-être que le dernier moment où ils ont vraiment regardé, c'était avril 2017, avec la première élection d'Emmanuel Macron. Oui, alors, vu du côté des Américains, c'est toujours perçu de manière très lointaine, compliqué. Tout ce qui se passe ici. Ça, c'est clair. Je veux dire, ils sont tellement concentrés. Oui, ça reste très compliqué. Donc, vous pouvez leur confirmer. Oui. Non, mais je me garderais bien de porter un jugement quelconque. Voilà. Je dis encore une fois, les Américains, leur prise ne tournait que sur leur marché, sur leur économie, sur leurs élections à venir. J'ai pas de vrai commentaire à faire là-dessus. Et les marchés n'en tiennent aujourd'hui. Je ne lis pas dans la presse anglo-saxonne américaine aujourd'hui d'inquiétude, majeur sur les événements qu'il y a actuellement ici. Moi, j'ai l'impression que le truc qu'il voulait comprendre, c'est est-ce que Macron va démissionner ou pas? Parce que, pour un anglo-saxon, je veux dire, quand il réfléchit à la France, le régime politique, c'est Macron, quoi. Oui. Alors là aussi, peut-être la presse britannique, je ne sais pas, la presse américaine, ça n'a pas été évoqué. Biden a dit que d'ores et déjà, il était prêt à travailler avec les personnes qui seront en charge au pouvoir. Il ne peut pas dire autre chose de toute façon. Voilà. Après, je pense qu'il préférait travailler avec quelqu'un qu'il connaît, et il était assez proche de Macron. La donne sera sûrement différente si demain c'est Bardella ou quelqu'un d'autre. Ça, c'est certain. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation. C'est vrai que de ce point de vue-là, en tout cas après le choc d'incertitude des 2 derniers jours, voilà, la situation est stabilisée, mais absolument pas corrigée. Le marché rebondit un peu aujourd'hui, mais le spread, effectivement, s'est installé autour de 60 points de base et plus entre la France et l'Allemagne à ce stade. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché. Thierry Gill, président de Raymond James France, Gustave Orenstein, responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management, et Jean-Jacques Friedman, directeur des investissements de Vega IM, étaient les invités de Planète Marché ce soir.